Bonjour, je suis le professeur Xavier Jouven. Je suis professeur de cardiologie et d'épidémiologie et j'ai créé le centre d'expertise de la mort subite il y a presque 15 ans. Le registre a démarré il y a 11 ans et le but est de collecter tous les cas d'arrêt cardiaque qui surviennent sur Paris et Petite Couronne. Alors une mort subite, c'est une personne qui tombe d'un seul coup, perd connaissance en quelques minutes, qui ne respire plus. Il n'y a plus de pouls, il y en a à peu près 40 000 par an en France. Dans 50% des cas, il n'y avait pas de symptômes avant-coureurs. Et dans 50% des cas, c'était des signes peu spécifiques, comme par exemple une douleur thoracique ou un essoufflement, ou des palpitations, parfois des malaises. Alors les causes de la mort subite cardiaque sont essentiellement une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que c'est le cœur qui accélère tellement, il bat 500, 600, 700 fois par minute qu'il n'y a plus d'efficacité hémodynamique et il n'y a plus de sang qui monte au cerveau et c'est la raison pour laquelle la personne perd connaissance brutalement. Ça, c'est la fibrillation ventriculaire. Et pourquoi il y a cette fibrillation ventriculaire? Dans 3/4 des cas, c'est un infarctus du myocarde, soit ancien, soit en cours de constitution, qui bouche une coronaire. Les coronaires, c'est les artères du cœur. Généralement, quand on fait un infarctus, on a une douleur classique et on appelle le SAMU et on va faire une coronarographie pour déboucher la coronaire. Mais dans un autre nombre de cas, le patient fait une fibrillation ventriculaire à ce moment-là sur cet infarctus débutant et c'est là qu'il y a la mort subite. Donc là, 3/4 des cas, c'est une cardiopathie ischémique. Dans 20% des cas, c'est une cardiopathie non ischémique, c'est-à-dire soit le cœur est trop épais, on le voit chez les sportifs par exemple de haut niveau, cardiopathie hypertrophique, soit une cardiopathie dilatée, un cœur qui est trop dilaté, qui ne pompe pas assez, soit une dysplasie ventriculaire droite arythmogène, c'est un remplacement de certaines fibres musculaires par de la graisse. Et puis dans 5% des cas, c'est des syndromes rythmiques, le cœur a priori est complètement normal, mais c'est que des anomalies de fonctionnement électrique comme le QT long, le Brugada. Voilà. Il y en a 40 000 par an en France, ça montre que c'est très fréquent. Beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Pourquoi? Parce que en fait, les gens font leur arrêt cardiaque à domicile, donc jusqu'à présent, on les comptait pas très bien. Les sportifs, eux, c'était visible, parce que les sportifs, ils étaient à la télévision, et quand on voit un sportif qui fait un arrêt cardiaque devant tout le monde, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont à risque? Ils sont à risque parce que, je vous ai expliqué les cardiopathies, ils ont aussi des cardiopathies, et il est tout à fait possible que chez les sportifs, le sport en lui-même, qui est bénéfique pour la santé, faut bien dire d'abord que faire du sport est bénéfique, mais dans un tout petit nombre de cas, le sport peut-être accélérer la survenue d'une mort subite qui serait probablement survenue peut-être 1 ou 2 ans après si la personne n'avait pas fait de sport. Maintenant, la procédure est très simplifiée. Il faut, dès que vous voyez quelqu'un qui tombe, qui perd connaissance, qui ne respire plus, avant on prenait le pouls, mais maintenant on dit que c'est même une perte de temps, on ne prend plus le pouls. Il faut appeler tout de suite les secours, ou faire appeler les secours, le SAMU ou les pompiers, et puis commencer un massage cardiaque. Le massage cardiaque, c'est les bras tendus sur la poitrine, et vous massez à peu près, vous enfoncez la cage thoracique d'à peu près 5 cm, à peu près, vous le faites 100 fois par minute environ, voilà, jusqu'à ce que les secours arrivent. Ce massage cardiaque, il permet au sang de circuler, on utilise la cage thoracique un peu comme pompe pour faire circuler le sang jusqu'à ce qu'il y ait un défibrillateur qui arrive et là à ce moment on branche le défibrillateur et il faut donner un choc électrique. Effectivement, c'est l'idéal, c'est d'identifier les gens à risque avant qu'ils fassent l'arrêt cardiaque et empêcher que cet arrêt cardiaque survienne. Alors comment on va procéder? L'énorme avantage de ces outils de machine learning et de deep learning, d'intelligence artificielle, c'est que les mathématiques construisent des équations de risque personnalisées. Donc on saura pour chaque individu quel est le facteur
qui fait qu'il est très à risque, le premier facteur. Et puis on saura son deuxième facteur, son troisième facteur, son quatrième facteur. On aura donc la possibilité de pouvoir corriger pour chaque individu ce qui le rend le plus à risque. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Maintenant qu'on a trouvé ces résultats, il faut qu'on les valide. Donc on est en train de les valider. On a d'abord collecté les données de 2011 à 2016. Maintenant, on est en train de valider les données de 2016 à 2020. Et puis on valide aussi les données sur Seattle. Vous voulez avoir les Américains qui, eux, sont franchement derrière nous dessus ce sujet et nous ont donné leurs données pour qu'on puisse valider dans un autre pays. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a validé, il faut cette fois-ci faire une étude observationnelle et on est en discussion avec l'assurance maladie pour, pendant 1 an par exemple, nous identifier les gens qui seraient à risque de faire un arrêt cardiaque et au bout d'1 an voir si effectivement nos moyens d'identification sont validés ou pas. Et au bout d'1 an, si effectivement ça a permis d'identifier des gens qui ont fait une mort subite, il faudra une phase interventionnelle. Et à ce moment-là, il y aura une discussion avec l'assurance maladie et avec les structures, les décideurs. Ok, maintenant qu'on sait identifier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait rien ou est-ce qu'on essaie de faire quelque chose? Alors, si on essaie de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer de faire des campagnes de screening finalement, de dépistage, comme on fait un dépistage du cancer du sein en proposant des mammographies, un dépistage du cancer du côlon en faisant des analyses pour voir s'il y a du sang dans les selles. Voilà, ces dépistages-là, au cancer de la peau, on propose des dépistages à partir d'un certain âge. Et bien, on pourrait très bien dire, en laissant tourner les données dans l'assurance maladie, nous avons identifié des gens à risque et envoyé un courrier en disant « Vous avez été identifié comme étant potentiellement avec un risque cardiovasculaire, nous vous conseillons d'aller voir votre médecin généraliste, votre cardiologue. » Et à ce moment-là, sur la base du volontariat, l'individu ou le médecin recevrait les analyses. Parce que ça ne sera pas exactement les mêmes examens, vous avez compris, pour tout le monde. C'est le même dépistage pour tout le monde, mais il y aura des examens ciblés. Et ça, c'est le médecin qui décidera qu'est-ce qu'il faut faire en fonction des facteurs de risque individuels qu'a le patient. Alors, pendant de nombreuses années, on a cherché à identifier les gens qui étaient à risque de mort subite, préventivement, pour identifier les gens et éviter que la mort subite survienne. On a eu des succès assez important dans les années 2000 jusqu'à 2005-2007. On a beaucoup espéré pouvoir identifier et puis ensuite ça a plafonné. La recherche a plafonné. En attendant, on a développé beaucoup l'amélioration de la prise en charge. On a fait des enquêtes qui montraient justement l'intérêt de faire un massage cardiaque, de mettre des défibrillateurs dans les stades, dans les gymnases. C'était pas fait auparavant. Et donc ça, c'est tout nouveau dans les lieux publics. Et ça marche bien. Et on a eu de très beaux succès parce que, par exemple, pour les sportifs, quelqu'un qui fait du sport et qui fait une mort subite, son taux de survie maintenant, il est de 60%. On en sauve plus d'1 sur 2. C'est magnifique. Dans la population générale, quand on a commencé à travailler, on sauvait 3%. Aujourd'hui, on atteint presque 10%. On en rêvait, c'est magnifique, on l'a fait. Mais on voit que là aussi, on plafonne peut-être un peu, c'est-à-dire que le massage cardiaque, la défibrillation, il faut la continuer, mais on voit bien que quand même, il y en a 90% qui restent décédés. Et là, on a une chance incroyable, c'est qu'on a une accélération considérable de la recherche avec tout ce qui est intelligence artificielle. On a aussi l'énorme chance qu'en France, on a l'assurance maladie qui collecte de manière scrupuleuse, méthodique, tous les médicaments que vous prenez, que vous achetez, tous les examens que vous réalisez, radiologiques, biologiques, et les comptes rendus d'hospitalisation. Et donc, on a récupéré tout ça. On est le seul pays à avoir des données aussi précises. Et on collecte toutes ces informations-là et on fait tourner des équipes d'ingénieurs de très haut niveau, de Polytechnique, de l'ENSAE. Et en mélangeant l'approche médicale et mathématique, on est en train de réussir. Chaque individu a une ombre qui est une ombre numérique composée de milliards et de milliards d'informations issues du SNDS.
et c'est la sécurité sociale en fait. Donc chaque individu voilà, est caractérisé par toutes les données SNDS qui sont des milliards et des milliards d'informations médicales. Et en prenant ces données, en les analysant, alors il faut beaucoup de travail pendant des années et des années, on est en train de réussir maintenant à prédire qui a plus de 90% de risque de faire une mort subite dans l'année. C'est considérable, c'est révolutionnaire et on est le premier pays à faire ça, bien devant tous les autres pays, y compris les États-Unis. Alors nous faisons appel aux dons parce que depuis très longtemps, je souhaite associer les familles des gens qui font une mort subite à ce travail. Parce qu'on en voit en consultation, ce sont des consultations assez dures parce qu'on est en confrontation avec un cas très classique, c'est la femme qui vient avec ses 2 enfants et il y en a qui pleurent parce qu'ils viennent de perdre leur mari, leur père, et ça se répète et ça se répète et ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et jusqu'à présent, toutes ces personnes-là, en fait, le chagrin était tellement fort qu'ils préféraient l'enfouir et ne plus en parler à personne. Je veux au contraire que ça se sache, que ça se dise, et que les gens s'investissent. Ils s'investissent à la fois financièrement pour aider la recherche, mais également à travers des associations pour défendre justement ces points de vue et puis pousser les pouvoirs publics à changer. Il nous a fallu plus de 10 ans pour convaincre les pouvoirs publics d'installer des défibrillateurs dans les stades, plus de 10 ans pour faire du massage cardiaque, des cours de massage cardiaque de 20 minutes. Donc changer l'état d'esprit, ça demande beaucoup de temps. Et je souhaite que justement toutes ces familles s'investissent autant que possible sous différents aspects, du lobbying, du financement. Il faut faire bouger notre société. Pendant très longtemps, on n'avait pas le droit d'utiliser les défibrillateurs automatiques. C'est que depuis 2007 qu'on a le droit d'utiliser des défibrillateurs qui sont construits. Oui, c'est récent. Les cours de massage cardiaque, c'est récent aussi. Avant, il fallait faire 2 jours de formation avant d'être autorisé à utiliser un défibrillateur. Vous voyez, donc il faut beaucoup changer les choses, il faut des enseignements réguliers du massage cardiaque, il faut qu'il y ait des défibrillateurs dans les lieux publics, dans les stades. Et puis, effectivement, on a cette chance en France, là, sur cette phase d'identifier les gens à risque, d'être le pays leader sur cette recherche, et j'en suis très fier.